nous accueillons Serge Poulet pour un séminaire dans le cadre des séminaires Qui fait quoi dans la section 6 et qui porte sur les séries temporelles marines, messages scientifiques, environnementaux et sociétaux. Voilà, tu as la parole, Serge. Merci Arlette. Merci Agnès, pardon. C'est Agnès. Bonjour à tout le monde. Alors, j'ai fait une petite revue de la situation dans le milieu marin et je vais donc vous exposer et vous parler du domaine des séries temporelles marines qui est vaste compte tenu de la variété des sujets existants. Les séries que j'ai été obligé de sélectionner permettent de retenir des messages importants et d'ordre environnemental, scientifique et bien entendu sociétal parce que tout se relie à un moment ou à un autre. Mon exposé se compose de deux parties. Après une brève introduction et une courte caractérisation de l'océan, dans la première partie, que vous voyez ici, j'évoquerai le comment et le pourquoi de l'observation de ce domaine hostile, mais indispensable à notre société. Dans la seconde partie, je présenterai, excusez-moi, je vais, alors j'y suis, voilà, dans la deuxième partie, je présenterai trois séries chronologiques de paramètres physico-chimiques associés au changement climatique, en évoquant leurs effets et leurs conséquences au niveau sociétal, environnemental et biologique. Je compléterai ce panorama par des exemples de séries relatives à des organismes marins tels que le phytoplancton, les mollusques, les poissons et bien entendu les oiseaux, sans les oublier. J'évoquerai des effets peu connus. J'ai un écho, bon, peu importe, observé chez ces divers organismes en réaction aux changements environnementaux. J'achèverai mon exposé par une liste de propositions destinées à remédier aux effets pernicieux observés en soulignant l'intérêt de préserver la biodiversité marine, qui constitue un enjeu majeur. Je terminerai par une brève conclusion. Alors, au musée d'Orsay, voisin de l'Académie d'agriculture, trône une très belle statue intitulée « La nature se dévoilant à la science ». Ce concept, idéalisé et statuifié par un artiste du XXIe siècle, un peu machiste, est à l'opposé de l'idée moderne du couplage nature-science. Aujourd'hui, nous considérons que c'est la science qui découvre progressivement et méthodiquement la nature. Dans le cas de l'océan, ce processus est lent et inachevé, en particulier parce qu'il est difficile d'accès et à cause des moyens d'intervention très coûteux. Alors, les conceptions successives de la planète Terre-Océan ont énormément changé au cours du temps, comme vous le savez. Il y a 5 siècles, la map monde de Barthélemy, ici, intitulée la carte Thau, représentait les 3 parties terrestres habitées, inscrites dans le haut de l'anneau océanique, infranchissable à l'époque. Elles étaient séparées par un T. La Méditerranée en position verticale séparait l'Europe et l'Afrique, le Don, l'Europe et l'Asie, et le Nil, l'Asie de l'Afrique. Depuis les photos prises de l'espace en 1972 par l'équipage d'Apollo 17, nous avons conscience plus que jamais que notre planète Terre-Océan est magnifique et unique. Il n'existe pas de planète B. Alors, nous savons que les océans renferment 96% de l'eau liquide terrestre, tandis que l'eau douce
dont nous dépendons pour nos besoins ordinaires, alimentaires, agricoles et industriels, atteint à peine 1%. Nous savons aussi que la biomasse humaine représente seulement 0,06 gigatonnes de carbone, soit 2 à 4 ordres de grandeur inférieure à celle des organismes marins et des végétaux. Alors, malgré notre faiblesse en termes de masse relative, nous exerçons par nos activités intenses et notre mode de vie occidental imposant qui retentissent progressivement sur la planète dans tous les compartiments des environnements, à la fois terrestres, océaniques, y compris l'espace proche, dans la zone thermosphérique ou au-delà. Dans les océans, les anomalies majeures détectées grâce aux séries temporelles ont pour cause principale le changement climatique, la surpêche et la pollution. Comme l'indique cette map monde, 41% de la surface des océans sont touchés, en majorité dans l'hémisphère nord, le plus peuplé, et dans les zones littorales inférieures à 200 mètres de profondeur. L'Australie et la zone antarctique demeurent des régions les moins affectées. Au chapitre du changement climatique, l'acidification et l'augmentation de la température des eaux marines sont les facteurs les plus pernicieux à l'égard des écosystèmes marins. La surpêche, par ailleurs, est responsable de la perturbation des habitats benthiques et de l'épuisement des stocks de poissons par les prises appelées accessoires, tandis que la pollution, essentiellement due au plastique et aux nutriments, sont de sérieux agents perturbateurs. Comme nous le savons, les organismes marins exposés aux variations physico-chimiques d'origine anthropique sont amenés à réagir et à s'adapter simultanément aux agents climatiques naturels auxquels leur résilience est adaptée génétiquement ou à migrer ou succomber devant la pression humaine. Dans ce contexte, il est absolument nécessaire d'approfondir nos connaissances des écosystèmes marins en distinguant, grâce aux longues séries chronologiques, les rôles et les effets respectifs des facteurs environnementaux naturels et anthropiques récents sur les écosystèmes et les fluctuations des populations marines. Avant de poursuivre, je signale que la caractérisation de l'océan se résume en 4 mots: immensité, diversité biologique, hétérogénéité et à variabilité physico-chimique. Je rappelle que les océans recouvrent 70% de la surface terrestre, ils abritent plus de 40% de la biodiversité connue et exercent un rôle majeur dans l'absorption du CO2 et de 90% de l'excédent de la chaleur atmosphérique, intervenant ainsi dans la régulation du climat terrestre. Alors, la robustesse d'une série chronologique au sens prédictif des modèles dépend de la précision et de la fiabilité des mesures relatives à un facteur donné. Elle dépend du nombre de mesures, de la fréquence et de la durée des observations et du type de statistiques appliquées. Les mesures océanographiques ne sont pas toutes automatisées, loin de là. Le niveau d'automatisation varie en fonction du type de paramètres. La nature des paramètres biologiques ou génétiques étudiés étant plus complexe que les paramètres physico-chimiques, que les paramètres physiques,
ou que l'on peut mesurer à l'aide d'un simple thermomètre, ou la couleur de l'océan qui s'effectue à l'aide d'un spectrophotomètre plus ou moins évolué. Il est donc évident que le niveau d'acquisition des données biologiques soit moins automatisé. Comment observe-t-on l'océan de nos jours? Il existe une très grande diversité d'instruments et de structures que les océanographes utilisent pour leurs mesures physiques, chimiques et biologiques. Ces moyens évoluent sans cesse en fonction des développements technologiques. Parmi les structures, on pense naturellement aux stations marines, aux navires océanographiques, aux sous-marins et aux satellites. Au chapitre des outils, il existe toute une panoplie d'instruments de mesure de nature optique, acoustique, photonique et électrique, ou même des radars intégrés sur des bouées fixes ou dérivantes, embarqués sur des navires ou des sous-marins, des avions ou des satellites. Des capteurs spécifiques sont même installés sur des oiseaux ou des mammifères marins dans des régions, disons, lointaines et difficiles d'accès. En France, je vous signale qu'il existe une importante organisation de recherche appelée ILICO, pour Infrastructures de recherche littorale et côtière, qui s'intéresse à 8 domaines de recherche et qui regroupe les principaux organismes français, dont le CNRS, l'INSU, l'IFREMER, le MNHN, l'IRD, le CHOM, l'IGM et diverses universités. Les domaines scientifiques abordés comprennent un large spectre de paramètres environnementaux. Les résultats accumulés depuis de nombreuses années contribuent à l'enregistrement de séries chronologiques. Ce travail de longue haleine s'inscrit dans la collaboration européenne et internationale avec des pays où des structures analogues existent. En France métropolitaine, le réseau ILICO occupe des sites de mesure répartis sur l'ensemble du littoral atlantique et méditerranéen. En Outre-mer, grâce à l'étendue de la zone économique exclusive, la France possède des sites privilégiés et variés qui sont répartis dans les 3 océans, y compris dans la zone antarctique. En plus, je souhaite souligner le rôle de l'IFREMER, qui a pour fonction la surveillance des réseaux REFI et REFITOX. Ces réseaux couvrent à peu près les mêmes sites que les réseaux ILICO, en ayant en plus la mission de suivre en zone littorale les concentrations des polluants, des bactéries pathogènes, des macroalgues et des microalgues phytoplanctoniques toxiques. Ce travail, dont les données remontent à 1987, est destiné, entre autres, à prévenir les risques d'intoxication par des pathogènes ou des toxines paralytiques, diarrhéiques ou amnésiques produites par de nombreux dinoflagellés, ingérés par les mollusques filtreurs, dont tous ceux commercialisés par la filière conchylicole. Pourquoi observer l'océan? C'est un des cœurs du problème. Différents motifs importants concourent à l'étude scientifique des océans, en particulier les risques que fait courir le changement climatique sur la biosphère marine. Les connaissances nouvelles sont destinées à répondre à plusieurs impératifs dans ce contexte. Et concernant la définition de l'état de normalité de la dynamique des écosystèmes marins, pour établir un état de référence par rapport à la climatologie ambiante et à venir. La description et la compréhension de la réponse des organismes
et des écosystèmes marins à la variabilité climatique naturelle par rapport aux différents forçages anthropiques difficiles à différencier aux échelles l'une de l'autre aux échelles spatio-temporelles. L'évaluation des effets des variations climatiques naturelles de type NAO ou ENSO sont des phénomènes bien connus climatiques qui ont lieu dans l'Atlantique Nord et observés dans le Pacifique, et de distinguer leur rôle relatif sur la biosphère marine par rapport aux pressions anthropiques. Ces données sont nécessaires au développement de modèles prédictifs, en particulier pour décrire l'état écologique des zones marines et en appui aux politiques publiques relatives, par exemple, aux pêcheries ou à la création d'AMP, c'est-à-dire des aires marines protégées qui sont à l'ordre du jour actuellement. En océanographie biologique, les paramètres observés, le plus souvent de façon discontinue, concernent des processus complexes tels que l'abondance, la croissance, la reproduction, la production de biomasse, la migration et la biodiversité, dont l'acquisition automatisée à l'échelle des individus, des populations, des espèces ou des communautés est techniquement impossible, contrairement aux paramètres physiques. En conséquence, les modèles biologiques prédictifs sont rares ou malheureusement peu fiables. Nous attendons un futur Nobel pour aboutir à la modélisation de ces systèmes complexes. Les océanographes sont des gens patients. Voici quelques exemples de mesures complexes. J'ai choisi deux exemples. L'évaluation de la biodiversité marine et l'observation de populations planctoniques par enregistrement CPR, qui est un engin marin très spécial que vous ne devez peut-être pas connaître tous, et qui CPR, ça veut dire Continuous Plankton Recorder. Dans le cadre de la biodiversité, une multitude de méthodes et d'outils différents sont utilisés, comme l'indique ce tableau, suivant le type d'observation aux échelles microscopiques des unicellulaires planctoniques ou à celles kilométriques des écosystèmes, puisque c'est le spectre qu'examine l'ensemble des océanographes, suivant leur discipline. L'échantillon des organismes marins constitue un réel problème compte tenu de la dimension et de la profondeur des océans, c'est évident. Ainsi, sur le graphique de gauche, nous constatons que le nombre de mesures réalisées tend vers 0 en bleu en fonction de la profondeur et de l'éloignement par rapport aux zones côtières. La grande majorité de nos connaissances dans ce domaine est restreinte au plateau continental, tandis que les données tendent vers 0 en zone abyssale et adale, c'est-à-dire les plus profondes. Dans le cas, pour prendre un autre exemple, dans le cas de l'estimation des populations planctoniques, il existe un instrument dont je vais citer, c'était le CPA, avec lequel des échantillons remarquables ont été obtenus à grande échelle spatio-temporelle à travers tout le monde depuis son invention en 1935 par un Anglais, Sir Alister Hardy. Depuis cette date, les modèles de nouvelle génération de cet engin, tractés derrière des bateaux d'opportunité, sillonnent tous les océans du monde et fournissent de précieuses séries chronologiques. La figure suivante fournit un exemple de 3 séries relatives aux variations de la teneur en chlorophylle en zone pélagique dans la mer du Nord, dans l'Atlantique Nord-Est et Ouest. On remarque que des discontinuités dans certains enregistrements dus à des problèmes techniques au cours de la navigation. Ces données quantitatives permettent d'établir des modèles d'abondance phytoplanctonique, mais aussi zooplanctonique,
ou de calibrer des mesures satellitaires des mêmes paramètres pigmentaires enregistrés par divers satellites des générations, par exemple Nimbus ou SeaWiFS. Cet exemple met en relief les problèmes méthodologiques inhérents aux séries biologiques en océanographie qui demeurent encore descriptives. En mer du Nord et dans l'Atlantique, les changements de la chlorophylle enregistrés par Hanson via les satellites SeaWiFS, dont la durée est encadrée par ces cercles rouges, sont de durée trop courte par rapport aux enregistrements CPR pour le moment, au moment de leur publication. Ceux-ci sont parfois discontinus et présentent de trop importantes variabilités aux échelles annuelles et décennales. Ces changements observés ne peuvent pas être attribués de manière non équivoque aux changements climatiques qui nous intéressent. Des enregistrements homogènes longs de plusieurs décennies sont par conséquent indispensables pour discerner des effets naturels combinés avec le changement dû au réchauffement climatique. J'aborderai maintenant plus en détail des séries temporelles concernant des paramètres physiques et chimiques plus simples à enregistrer. Tout d'abord, parlons de la marée. En océanographie physique, l'enregistrement de la marée existe en France, ce qui est remarquable, depuis 1720, date de la création d'un des premiers marégraphes au monde. Ces appareils se sont perfectionnés et généralisés depuis cette date, bien entendu. Dans notre pays, le CHOM a pour mission l'entretien et le fonctionnement des marégraphes, l'enregistrement des mesures et leur publication. Dans le cas de la hauteur des marées, la série remarquable enregistrée à Brest indique une augmentation progressive du niveau de mortaux diurnes passant en 2 siècles de 50 mm à 250 mm en l'an 2000. Ça continue à monter. Les droites de couleur rouge ou violette correspondent aux tendances de la variation du niveau de l'océan Atlantique calculée pour 3 périodes successives de 1807 à 2004. Voilà une belle série. Ces données sont corroborées ou complétées par des observations plus modernes provenant d'autres appareils de mesure situés à terre ou embarqués sur des satellites de mesure de radar altimétrique de génération Topex, Poséidon, Jason ou Sentinelle, selon les années de leur mise en service. Pour la période récente, 1950-2010, des données supplémentaires confirment la lente montée des eaux océaniques à l'échelle mondiale, en moyenne de 3,12 mm par an. Cela paraît très faible, mais je rappelle qu'à l'échelle géologique, le niveau marin a varié entre moins 130 mètres au secondaire et plus 250 mètres au début du tertiaire par rapport au niveau actuel. Il y a 15 000 ans, la grotte Cosquer, située près de Marseille, était située à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est aujourd'hui immergée à moins 37 mètres. Pour la température, les variations publiées par différents organismes de recherche dans la NASA qui montrent que les températures à la surface de la Terre depuis 1880 ont augmenté plus rapidement que celles des océans. Un décrochement est observé à partir de 1980, période durant laquelle la température moyenne a atteint 1,5 degré supplémentaire dénoncé par le GIEC, tandis que celle des océans seulement de 0,6 degrés. Ce décalage est relié au rôle tampon
des océans qui absorbent 90% de l'excès de chaleur, comme vous le savez, peut-être dû à l'ensoleillement naturel et à la combustion des énergies fossiles. Le rôle de réfrigérateur de l'océan est relié à la circulation thermohaline des courants de surface représentés ici en rouge sur ce graphique et plus profond en bleu, schématisé ici sur cette carte. Le paramètre chimique très important qui concerne toute la planète est retenu dans cette série temporelle concerne le dioxyde de carbone, un des gaz à effet de serre, selon Jean Jouzel, qui se base sur les carottages effectués à la station Vostok en Antarctique et qui remonte qui retrace 400 000 ans de paléoclimat. La concentration normalement très faible dans l'atmosphère terrestre est passée de 220 à 417 ppm de 1850 à 2020. À partir de 1970, l'augmentation moyenne varie de 1,3 à 1,9 ppm par an. Une baisse temporaire, comme vous le savez peut-être, a été enregistrée récemment à cause de la réduction des activités humaines due à la pandémie du coronavirus pendant la période 2019-2020. Le CO2 est en équilibre à l'interface océan-atmosphère et sa solubilité est fonction de la température, de la salinité et de l'alcalinité de l'eau. Une partie est directement métabolisée par les organismes autotrophes phytoplanctoniques au cours de la photosynthèse sous forme de matière organique intégrée dans les chaînes trophiques qui constituent la pompe biologique. Comme l'indiquent les réactions chimiques suivantes, il est partiellement hydraté en acide carbonique dissous, H2CO3, en bicarbonate, HCO3, et bicarbonate, CO3. La proportion de ces trois espèces chimiques dépend principalement de l'alcalinité de l'eau de mer. Cette réaction s'accompagne d'une libération de protons H+, qui contribue à l'acidification des océans. Le carbone dissous se combine avec divers ions, dont le calcium en abondance dans l'eau de mer, et sédimente selon le processus de la pompe à carbone. C'est à travers ces équilibres biogéochimiques que les océans constituent un important piège à carbone. Ils absorbent environ 50% des quelques 40 milliards de tonnes émis annuellement par les activités humaines correspondant à l'industrie, à l'agriculture et au transport et à la déforestation. L'absorption océanique du gaz CO2 s'accompagne de l'acidification des eaux de surface qui est de l'ordre de 0,1 par an, soit une augmentation enregistrée de 30% de l'acidité des océans depuis une vingtaine d'années. Les modèles des séries publiées par Jacobson pour la période 2000-2100 prévoient une augmentation de 370 à 800 ppm de CO2, accompagnée d'une diminution du pH de 8,2 à 7,8 en 2100, quel que soit le scénario des facteurs impliqués dans cette dissolution, tels que la vitesse du vent, la température atmosphérique, le coefficient de diffusion et le niveau de déforestation. Les changements environnementaux mis en évidence
dans les séries que je viens de vous présenter sur la température atmosphérique et océanique, se traduisent par la fonte progressive des calottes glaciaires et du pergélisol, la dilatation des océans et l'élévation du niveau de la mer, qui sont les uns et les autres d'une certaine actualité. Les conséquences sociétales de ces changements et les enjeux sont particulièrement préoccupants. Si les prévisions du GIEC s'avèrent exactes, à la fin du siècle, le niveau moyen marin aura augmenté de 2,4 mètres par rapport à l'an 2000. 300 à 500 millions de personnes résidant à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer pourraient être concernées, voire menacées par la montée des eaux marines d'ici ce demi-siècle. L'Asie serait particulièrement touchée puisque plus des 2/3 de la population à risque habite dans les zones côtières en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, en Asie et en Thaïlande. En Europe, d'ici 2050, 400 000 foyers pourraient être touchés par l'érosion des côtes et les inondations, selon le CEPRI, c'est-à-dire le Centre européen de prévision de risques et d'inondations. En France métropolitaine et outre-mer, plus de 100 000 personnes seraient concernées. Les dommages potentiels atteindraient plus de 100 milliards d'euros et en Polynésie, 1/3 des îles seraient submergées. Cela n'est pas très optimiste. Passons à des choses plus océaniques, telles que l'augmentation de la température et des effets collatéraux sur la surpêche, qui présentent aussi de nettes anomalies dans les séries temporelles et ont diverses conséquences biologiques sur les organismes marins, particulièrement sensibles à ces facteurs environnementaux. J'ai choisi 5 types différents d'organismes représentatifs de la pyramide trophique marine, le plancton et les mollusques à coquilles ou squelettes calcaires, les poissons et les oiseaux. En ce qui concerne l'acidification des océans, on sait qu'il perturbe la métabolisation du carbonate de calcium dissous et exerce des effets négatifs sur diverses espèces de plancton, telles que les foraminifères ou les coccolithophorides, et du benthos, tels que les huîtres et les moules qui possèdent des squelettes ou des coquilles calcaires, et donc qui pourraient compromettre le rendement en conchyliculture. Une autre chose bien connue, c'est l'acidification induite chez les coraux qui induisent leur blanchissement et leur disparition progressive. Alors, deux chercheurs ont spécifié le processus d'action de cette acidification sur les organismes calcaires. Premièrement, Val d'Isère montre que la variation de croissance des coquilles de moules n'est pas corrélée directement au pH, mais que leur calcification dépend de la concentration en bicarbonate dissous et du niveau de saturation de l'aragonite disponible dans le milieu. De son côté, un autre chercheur du nom de Sironac précise le processus en juxtaposant les équations d'équilibre chimique et indiquées en parallèle dans la production d'acide carbonique et d'ions bicarbonate dans l'eau de mer et de carbonate de calcium au niveau des tissus cellulaires chez les coraux ou le plancton qui métabolisent les uns les autres les ions bicarbonate, le calcium dissous, pardon. À l'échelle cellulaire, l'absorption des ions bicarbonate et des ions calcium est compensée par l'expression dans le milieu de protons H+, pour maintenir
l'équilibre homéostatique. Par conséquent, chez ces organismes, la cause de la perturbation due à l'acidification des océans est indirectement liée à la diminution du pH, mais en réalité dépend de la compétition avec le captage des carbonates par la pompe calcique de l'eau de mer et de l'excès de protons, ce qui entraîne une modification de l'équilibre osmotique par dérégulation de l'osméostasie du pH cellulaire. Alors, passons aux oiseaux. Chez les oiseaux marins, des effets régionaux du dérèglement climatique sont aussi très intéressants. Les oiseaux sont des organismes facilement observables, reconnaissables et particulièrement sensibles aux variations environnementales et en particulier au stade juvénile. À ce titre, ils constituent des parfaits témoins des perturbations naturelles ou anthropiques affectant leur cycle de vie. Chez le manchot Adélie, dont voici une belle photo, la série temporelle suivante indique une réduction progressive du nombre de nids occupés depuis le début des observations effectuées en Antarctique. Les minima observés successivement en 2007, en 2009 et 2012 sont dus à plusieurs facteurs, en particulier au dérèglement climatique qui retarde l'apparition des pollinies d'eau libre, à travers lesquels les manchots plongent à la recherche de leur proie. Ce retardement ou ces modifications du gel et du dégel de la banquise obligent les oiseaux à se déplacer sur de plus longues distances vers l'eau libre, à la limite de la banquise, pour se nourrir ou ramener la nourriture aux poussins. Certaines années, parmi les plus récentes, la température de l'air devient positive, vous voyez en rouge, et supérieure aux températures moyennes ambiantes, constamment sous zéro, comme le montrent les moyennes enregistrées de 1981 à 2010 sur la base du mont Nurville. Des épisodes pluvieux apparaissent en alternance avec des épisodes neigeux. Si ces anomalies ont lieu pendant la période de croissance et de nourrissage des poussins, dont l'abondant duvet les protège de la neige, mais n'est pas imperméable, on constate des hécatombes, des juvéniles affamés, trempés et mourant de froid. La colonie des manchots Adélie sont éparpillés en zone côtière dans l'ensemble du continent antarctique. La composition et la structure des peuplements des écosystèmes marins locaux varient sensiblement selon les secteurs atlantiques, pacifiques ou indiens. Une cinquantaine d'espèces interagissent entre elles et soutiennent, soutiennent mutuellement cet édifice du vivant. À la base, on retrouve les invertébrés benthiques et pélagiques, constituant une abondante ressource marine, les poissons et les céphalopodes au niveau secondaire, et les grands prédateurs au sommet, tels que les oiseaux marins et les mammifères. L'adaptation et la résilience des oiseaux à ce milieu hostile sont remarquables. Cependant, il suffit de peu pour modifier les équilibres. Par exemple, selon les zones de peuplement géographique, la forte pression de certains prédateurs des oiseaux marins ou la raréfaction des proies préférées des manchots, qui sont le krill, ici en position 17,
Et enfin, la compétition pour la même ressource alimentaire entre les diverses espèces de manchots coexistantes sur le même territoire peut poser des problèmes. Comme le montre cette carte, les essaims de krill sont répartis de façon très hétérogène autour de l'Antarctique. Pour profiter à ces oiseaux aptères, les stocks de krill doivent être très abondants et situés à proximité de la banquise où résident les oiseaux. Et en plus, ils doivent être concentrés à une profondeur inférieure ou égale à 50 mètres, correspondant aux limites de leur performance de plongée. Consommateurs modestes, ils sont néanmoins en compétition dans ce territoire avec d'autres prédateurs tels que les baleines à fanon, qui sont de terribles prédateurs. Et évidemment, il faudrait citer aussi les flottilles de pêche qui exploitent cette ressource. Je prendrai un autre exemple, c'est celui des macareux qui habitent l'Atlantique Nord et qui offre un exemple complémentaire de la sensibilité des oiseaux marins au changement climatique. Cette série chronologique exceptionnelle d'une durée de 1 siècle indique clairement la corrélation en rouge entre l'indice de la température, de la production de poussins en noir et la température de surface de l'eau de mer en bleu. La cause des échecs de la reproduction, dans leur cas, est reliée au comportement, non pas à la température directement, mais au changement thermique littoral qui induit une migration vers le nord ou au large des côtes par les proies privilégiées de ces oiseaux qui sont les capelans et les éperlans. La conséquence de ce phénomène migratoire est l'augmentation du temps de vol des macareux pour atteindre des zones poissonneuses, temps différents selon les populations résidant sur les côtes islandaises, du Pays de Galles ou de la Norvège, dont la température côtière augmente plus rapidement. L'augmentation des distances de vol et des dépenses d'énergie résultantes chez les adultes a pour conséquence une diminution des rations pour les parents et les poussins, sous-alimentés et donc fragilisés. Pour compléter cet inventaire, je signale certaines interactions existantes entre milieux et organismes marins sous-estimés par la majorité des terriens. Tous ces phénomènes ont des incidences sur les sociétés humaines de près ou de loin. Ce schéma rappelle que le changement climatique modifie différents facteurs dans les zones côtières économiquement importantes et dont la liste est encadrée ici, numéro 1 à 11. Ces anomalies temporaires ou prolongées provoquent des effets bien connus, parfois observés sur nos côtes, tels que les marées vertes en Bretagne ou des infections microbiennes ou virales accrues chez les mollusques commercialisés, accompagnés d'une surmortalité en aquaculture et le risque de transmission de pathogènes ou de toxines phytoplanctoniques aux consommateurs. Pour illustrer ces situations contemporaines, je vous signale le cas de la tempête Harvey, survenue aux États-Unis en 2017, qui a ravagé les parcs à huîtres sur la côte est et dont les inondations ont provoqué 100 morts et plus de 125 millions de dollars de dégâts. En France, des phénomènes météo d'une ampleur moindre causent néanmoins de fréquents dommages économiques par érosion du littoral, par la perte des naissains d'huîtres
ou par un taux de mortalité exceptionnel dû à des pathogènes ou à des périodes de surchauffe estivale. Je rappelle aussi le problème de l'eutrophisation qui affecte saisonnièrement depuis 1960 la teneur en nutriments et la valeur du rapport N sur P des eaux côtières. Des paramètres auxquels les populations phytoplanctoniques sont extrêmement sensibles. Ce déséquilibre chimique provoque aussi l'apparition de marées vertes, mais aussi des efflorescences phytoplanctoniques temporaires ou prolongées, induisant une compétition entre les diatomées et les dinoflagellés, dont certaines espèces sont productrices de molécules toxines, de molécules toxiques, paralytiques, diarrhéiques ou amnésiques. Des séries temporelles recueillies en Méditerranée à ce sujet révèlent une plus grande fréquence d'apparition de ces microalgues, comme le montre ce graphique, et l'augmentation de la présence de toxines de type diarrhéique en bleu dans les produits conchilicoles depuis 1960. Diverses espèces de dinoflagellés toxiques ont également un impact sur les élevages de saumon dans le monde. Ces catastrophes économiques peu connues ont depuis 1973 affecté successivement le Japon, la Corée, la Norvège et surtout le Chili, qui avait déclaré une perte de 800 millions de dollars en 2016. Je terminerai ce tour d'horizon par l'effet de la surpêche sur les stocks de poissons sauvages et leur résilience. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, des séries temporelles sont enregistrées chez diverses espèces de petits pélagiques, pêchés au large des côtes japonaises, péruviennes, norvégiennes ou islandaises. Rapportés à un indice standard de 0 à 3, les enregistrements montrent des variations importantes des populations aux échelles annuelles et décennales en relation avec les variations naturelles des facteurs environnementaux enregistrés pendant les mêmes périodes. La résilience des poissons est telle et qu'ils sont capables de récupérer normalement et retrouver un stock abondant en évitant toute extinction. Cependant, les stocks de poissons surexploités, tels que donne l'exemple des morues de Terre-Neuve ou du thon rouge en Méditerranée, avant la fermeture de la pêche ou l'application stricte de quotas, ne récupèrent toujours pas, dans certains cas, ou mettent beaucoup de temps à récupérer, comme l'indique cette modélisation indiquée ici. Et on constate que ces récupérations sont de l'ordre de 10 ans supérieur à celui des stocks exploités de façon raisonnée. Alors, il faut rappeler d'autre part que ces évaluations de stock sont bien souvent biaisées. On se réfère à des statistiques officielles déclarées et récemment, Poli et Zeller ont montré qu'il y avait un très grand décalage entre cette déclaration et en fait des calculs plus, disons, fins des stocks capturés. Et l'exemple le plus frappant que j'ai utilisé ici s'adresse à la Méditerranée, à la mer Noire. Alors, quelles sont les solutions envisagées pour contrecarrer ces tendances? L'un des enjeux, bien entendu, est de maintenir la biodiversité marine à un haut niveau.
Pour les océans, l'une des solutions connues concerne la création ou l'extension d'aires marines protégées et surtout d'en assurer la protection stricte. Or, l'expérience révèle que cette tâche est complexe et se heurte à des lobbies influents et à des intérêts forts, peu compatibles avec la sauvegarde de la biodiversité marine. Un guide pour des aires marines protégées a été récemment publié par Grosrude dans la revue Science. La différence majeure entre ce document clé et les diverses recommandations, les divers organismes officiels tels que l'IUCN, l'IPBES ou l'OFB, ou les réserves de type Natura 2000 résident dans la définition précise de 7 activités humaines qu'il faudrait limiter ou proscrire dans les AMP, en limitant leur niveau d'impact selon la catégorie de protection recherchée. Ainsi, une AMP strictement protégée devrait interdire toute activité minière. Ah, j'ai un trouble là. Alors, je reprends. Les catégories d'AMP sont classées en 4 types, variant d'une protection minimale et sont différenciées par l'intensité relative des activités autorisées. Le tableau suivant indique les résultats positifs et particulièrement efficaces attendus par la mise en place des AMP strictement protégées par rapport à des aires libres. Leur efficacité est largement reconnue relativement à la conservation de la biodiversité et sur le peuplement des espèces surexploitées. Au chapitre de la biodiversité, l'expérience et les modèles indiquent que les AMP stricts ont des effets positifs et générateurs sur l'abondance, la structure, la biomasse, la reproduction et le renouvellement des populations. Elles assurent la protection des habitats et des espèces rares et préservent la diversité. Enfin, et non moins important, elles contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes et ainsi au maintien de leur résilience. Au chapitre des espèces exploitées, les AMP stricts sont des réservoirs de pêche permettant le débordement des individus adultes vers des zones de pêche autorisées et la migration des larves hors de leurs limites géographiques. Elles assurent une protection pour les espèces ayant des stades de développement vulnérables. Des mesures politiques ou économiques sont également avancées par différents auteurs pour sauvegarder la planète Terre-Océan. 5 propositions ont été faites. La première, émise par le GIEC, s'attaque à la source principale du réchauffement climatique et recommande, comme nous le savons tous, de ne pas dépasser 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle en réduisant les émissions de CO2. Un économiste engagé, Claude Henry, formule 3 propositions contraignantes qui mettront probablement beaucoup de temps avant d'être appliquées. Il s'agit purement et simplement de réorienter la pression fiscale sur les activités et les produits toxiques pour les écosystèmes, de taxer les entreprises irrespectueuses de l'environnement et faisant obstacle à la transition écologique. Enfin,
il propose de substituer un modèle d'agriculture biologique au modèle chimique actuel. Transposé à l'océan, cette mesure concernerait la surpêche et l'aquaculture intensive. Plus récemment, des scientifiques proposent d'intervenir via l'OMC pour recommander l'arrêt des subventions accordées par les États ou par les banques aux pêcheries agressives. Quel avantage avons-nous et quel intérêt avons-nous à réagir aux tendances signalées par les séries temporelles évoquées autour de mon exposé? Nous savons pertinemment que l'alimentation humaine est à 30 ou 40% d'origine marine à l'échelle mondiale. Cette tendance ne peut qu'augmenter dans le futur. Selon cette série temporelle établie à partir de 1974, nous savons que les zones de pêche sont actuellement à 40% surexploitées et de façon non durable, et que 50% d'entre elles atteignent la limite de la surexploitation. Les pêcheries alimentent environ 100 millions de personnes par jour. Elles procurent du travail à 10% de la population active. Il est donc essentiel, voire vital, de préserver la biodiversité et les écosystèmes océaniques afin de préserver les stocks des ressources alimentaires de toute origine marine, sauvage ou provenant de l'aquaculture, évaluée actuellement à 170 millions de tonnes par an. Un autre sujet plein d'intérêt, plaidant en faveur de la préservation des écosystèmes marins, concerne l'immense réservoir génétique et moléculaire potentiellement contenu dans les organismes marins, dont l'inventaire inachevé est en expansion, comme l'indiquent ces graphiques établis à partir du début du XXIe siècle, dû en particulier à la réduction spectaculaire du coût des analyses du séquençage des paires de bases. Dans un futur proche, il est à craindre que le non-respect des recommandations des rapports du GIEC ne permette pas de limiter l'augmentation du réchauffement de l'atmosphère terrestre en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Les promesses vertueuses des gouvernants pour réduire la production et l'utilisation d'énergies fossiles entre la production gigantesque modélisée et projetée dans le futur et entre la production d'énergie et celle correspondant aux besoins grandissants et le respect de l'engagement climatique à la suite des COP est vraiment énorme. Par conséquent, devant le maintien du business as usual, et comme le montre ce dessin humoristique que j'ai osé vous montrer, il est possible que nous franchissions un jour la porte ouverte sur un grand remplacement au sens darwinien et non pas au sens zémourien. En conclusion, je terminerai sur une pensée de Louchenko, qui est un peu plus optimiste, et selon lequel l'océan n'est pas de taille à s'effondrer, ni trop grand pour être appréhendé. Il est simplement trop important pour être ignoré. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.